What is up, family? We have another Patreon request. We have... Oh, ça va pas être une rigolade. Non. Ça, c'est un sérieux vidéo. Les dernières minutes de vol. Flight AF447 Rio de Paris. Ou Paris de Rio, whatever. No, Rio to Paris. 31 March 2009. And looking at this, which is the landing gear, one of them, or maybe the front landing gear, seems to be in the water. Is this Air France? Oh là là. All right. Le 1er mai 2011, parmi les débris de l'avion, les enquêteurs trouvent enfin les boîtes noires. The black box was found. Mais attends. Ça a pris 2 ans to find the black box? Wow. Looks like it's in good shape. Resté pendant 2 ans et on a pu les lire immédiatement. Donc elles étaient intactes, c'est-à-dire qu'elles ont été parfaitement conservées. Wow. On a eu accès à tous les paramètres du vol et ainsi qu'à toutes les conversations de l'équipage jusqu'à la dernière seconde avant l'accident. À partir de la transcription de cet enregistrement, nous avons reconstitué ce qui s'est passé dans le poste de pilotage de l'avion, minute par minute, mot par mot. Récif, Air France 447. Air Good France. evening. Nous sommes 40 minutes avant l'accident. L'avion est en vitesse de croisière à une altitude de 35 000 pieds, soit 10 000 mètres. À 1h35 minutes, le commandant Dubois a le dernier contact avec le contrôle aérien brésilien. Récif, Air France 447. Good evening. Level 350. Okay, Air France 447. Keep going at level 350. Bye-bye. Bon, ça va être long pour toi. Essaye de dormir 20 minutes tout à l'heure. D'accord, sympa. Pour l'instant, j'ai pas envie, mais si j'ai envie, ouais. Pendant les vols long courriers, les pilotes se reposent à tour de rôle. Après 2h30 de vol, le commandant semble fatigué. Il est 1h40. Why am I smelling human error all over the place? Why am I... You know what? You get that feeling, right? By the way, it's almost always human error when a plane crashes. Just letting you know. It's rare that it's actually, I mean, it's not, it happens. Mechanical issues occur. But usually the pilot doesn't know what he's... Anyway, holy shit. Yeah, you don't want to be... I can't imagine. It's like my worst fear. Just to be in a plane, which is supposed to be the safest travel in the world. But, you know, they say that, but you could crash in a car, and it's probably a good chance you'll live. You might have a broken leg or a messed up rib, or you broke a finger, maybe broke your nose. There's a pretty good chance you'll probably maybe live in a car accident. So it may not be safe. Like, oh, you might get in a car crash. You know, car crashes happen all the time. But there's not too many plane crashes where you walk away, oh, shit, that was a bad one. Ouh là là, je cassé ma gueule un peu. But I'm okay. Allez. It's all right. No. You know what I'm trying to say? Yeah. So that's my worst fear, man. Just like, holy shit, you're just coming down like this. Oh, yeah. I can't even imagine. Can't imagine. J'ai pas assez dormi cette nuit. C'est pas du tout qu'il a dit. C'est pas du tout. The subtitles suck. L'heure de sieste s'est passée tout à l'heure. Pour
moi, il se réfère clairement à la tentative de sieste qu'il a essayé de faire avant le vol et qui n'a pas été couronnée de succès, semble-t-il. Donc, alors, ce qui est intéressant tout de même, c'est qu'on peut considérer effectivement qu'il y avait une certaine fatigue. La difficulté de la nuit, c'est quand on est en décalage, on est fatigué et qu'on n'a pas les mêmes capacités intellectuelles et physiques qu'un vol de jour quand on part au matin à la fraîche. À 1h44, l'avion passe l'équateur. Et on passe l'équateur. On passe l'équateur, t'as senti la basse? Ah oui. Le commandant est plutôt bienveillant. Ça me rappelle mes vols un peu. Hein. Je veux dire, bon, rien de... Vous savez, on est un peu dans la routine. Une routine qui ne va pas durer. À 1h45, l'avion approche une zone de turbulence. Je dirais qu'on va rentrer dans la couche devant. Ce serait bien de monter un peu là, non? On va attendre un peu, si ça passe. On va se laisser emmerder par des cumulus. Il se dirige vers quelque chose que nous appelons techniquement le front intertropical. Il s'agit de courants qui arrivent du nord pour l'hémisphère nord, du sud pour l'hémisphère sud. Les deux se rencontrent à un endroit où il y a des 35-40 degrés. Donc là, vous avez une espèce de barrière nuageuse qui monte, qu'on appelait toujours à l'époque d'Apostal le fameux poteau noir. Oh, shit. Vous voulez l'éviter? Pas être facile, parce qu'il fait le tour de la Terre. Pas être facile du tout. And you know everybody's sleeping in the plane. Tout le monde dort. You relax. You just hear them, you know, you just sleeping. Mais ce sont des nuages très ciblés. Certains font 1 kilomètre de diamètre. Donc qu'est-ce que vous faites? Quand vous les voyez marqués sur le radar, vous en voyez un bien actif. Passez à gauche, passez à droite. Parfois, ils montent tellement haut. Vous êtes obligé de rentrer dedans. C'est justement le choix fait par les pilotes ce soir-là. L'avion continue sa route et va rencontrer un phénomène rare, les feux de Saint-Elme. Il manquait plus que ça. On va en prendre une ou quoi là? Il manquait plus que Monsieur Saint-Elme. J'ai pas l'impression qu'il y avait des orages. À un moment donné, sur le pare-brise, vous voyez comme des espèces de petits éclairs dans tous les sens. C'est très rare, hein, c'est rare qu'on en voit, mais ça arrive parfois lorsque vous passez dans des nuages qui sont très chargés en électricité. Vous voyez, ça crépite dans tous les sens, ça éclaire un petit peu comme des flashs. C'est très très joli à voir. Alors quand même, quand on voit ça, on rentre un peu la tête dans les épaules. Pourquoi? Parce que ça veut dire que l'orage, la foudre est pas loin. Alors que la météo est exécrable, c'est le moment que choisit le commandant de bord pour aller se reposer. Ça va turbuler quand je vais aller me coucher. You gotta be kidding me. Non, regarde, on sort là. Human error. Jusqu'à la prochaine. Bon, il reste plus qu'à la veiller, c'est ça? Et qui est-ce qui pose? C'est toi? Bon, alors il va prendre ma place. Oh boy. Nous sommes 15 minutes avant le crash. C'est le plus jeune des pilotes qui reste aux commandes de l'appareil. Il est 1h59. David Robert, le deuxième copilote, vient remplacer le commandant. Bien dormi? Moyen. Je somnolais en fait. T'as pas dormi? Il a dit moyen. Bon, allez, je me casse. Oh my goodness. You flying into an electrical storm and he's like, je me casse. Ça va où? Ça va. For now, ça va. Pour les petites turbulences qu'on a eues tout à l'heure, on va retrouver ça dans la couche devant. Je vais les appeler à l'arrière pour leur dire. Ouais, Marilyn, c'est Pierre devant. Oui. Dis-moi, dans 2 minutes, on devrait passer une zone où ça devrait bouger un peu plus. Faudra vous méfier. D'accord, on s'assoit alors? Ouais, ce serait pas mal, ouais. Je te rappelle dès qu'on est sorti de là. Ok.
Les passagers sont attachés. L'avion est prêt à affronter l'orage. Ah vache. Heureusement, on est en 330. C'est clair. Tu veux pas altérer un peu à gauche éventuellement? Excuse-moi. Tu peux éventuellement prendre un peu à gauche. Ah oui, d'accord. Il passe en ce qu'on appelle en manuel. Au lieu de laisser le pilote automatique faire, il lui dit heading, ça veut dire que c'est lui qui décide du cap, et il lui dit tiens, tu vas tourner 15 degrés à gauche. Pourquoi il fait ça? Parce que sur son écran radar, il a un gros nuage qui est là, et il dit ben, je vais passer côté gauche. Avec la nature, faut faire avec et pas contre. C'est elle qui sera la plus forte. No shit. Donc il va falloir à un moment pouvoir nous détourner. C'est ce qu'ils ont fait. À 2h09, le vol Air France 447 se détourne au dernier moment et ne parvient pas à éviter le cumulonimbus. Sur cette reconstitution faite par le BEA, on voit que tous les avions présents dans la zone cette nuit-là choisissent une autre trajectoire pour éviter le nuage. L'avion entre dans un nuage de grêle, indétectable au radar. Les cristaux s'écrasent contre la carlingue. À 2h10 et 5 secondes, le pilote automatique se déconnecte. See, now you're fucked because now they gotta fly it manual. I don't trust no pilot manual. Nope. Give me autopilot every day, all day. J'ai grand. C'est rapide, hein, ça vient vite. Hein. Alors vous êtes... Tac, tout d'un coup, pouf. Voilà, à là. Donc il dit au pilote, démerdez-vous. Nous sommes à 4 minutes et 23 secondes du crash. C'est Cédric Bonin qui a les commandes de l'avion en mode manuel. Et le jeune homme ne comprend pas pourquoi le pilotage automatique s'est désenclenché. Ce qu'il ignore, c'est que les capteurs de vitesse de l'avion, ces 3 petits tubes métalliques appelés sondes pitot, ont été bouchés par des cristaux de glace. Oh my God, the chances. L'information de vitesse, elle est envoyée par ces fameuses sondes pitot. Oh my God, they don't know how fast they're going. Ces sondes pitot, c'est un tube, l'air rentre dedans, plus vous allez vite, plus l'air appuie, et puis ça se transforme en une indication de vitesse. Je bouge ce tuyau. Le pilote automatique, lui, c'est un ordinateur. Il reçoit des informations, une vitesse qui dit 200, l'autre qui dit 80, lui, il sait plus. Donc, So it disengages. qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je sais pas faire, il saute. Holy. Oh man. This is gonna be terrible. Si le pilotage automatique a sauté, c'est donc qu'il y a un problème. Et les pilotes vont s'en apercevoir. On n'a pas une bonne annonce de vitesse. On a perdu la vitesse alors? Ouais. La vitesse affichée sur le tableau de bord n'est pas la bonne. Et les pilotes ne comprennent pas pourquoi. D'autant qu'une alarme indiquant un dysfonctionnement des sondes pitot aurait dû se déclencher. Oh my goodness. Et c'est quoi l'alarme? Je vais vous dire exactement ce que c'est. Là, cette alarme, elle aurait dû indiquer Nav ADR disagree, speed crosscheck. Ce qui veut dire problème de navigation, les centrales aérodynamiques ne sont pas d'accord, vérifiez vos vitesses. Et là, il n'y en a pas d'alarme. Donc, le pilote aux commandes ignore que certaines informations sur le tableau de bord sont fausses. À ce moment, devant ses yeux, l'altimètre indique que l'avion redescend de 400 pieds. Mais en réalité, il n'en est rien. Oh my Le God. pilote réagit, lui. So, pilot error, but because of computer error, he never had he never had a chance. Il tire sur le manche pour faire remonter l'avion. When in reality, it doesn't need to go up. Oh. Il y a des gens qui disent mais pourquoi il tire sur le manche? Je réponds,
Est-ce que vous savez ce qu'il avait devant les yeux? C'est vraiment un réflexe sur quelque chose qui l'a incité à avoir ce réflexe. Le variomètre indique que l'avion s'est mis en descente. Oh. Et l'altimètre le confirme. Et l'altimètre perd 400 pieds. C'est pas beaucoup, 400 pieds, c'est 150 mètres. Mais ça se voit sur les instruments. Le premier geste du pilote, c'est juste de remonter l'avion, puisqu'il descend. Et qu'il y a des avions au-dessus, en dessous. Et que là, on doit rester à son niveau. Donc son premier geste, il est parfaitement compréhensible. Il tire sur le manche pour ramener l'avion à la bonne altitude. Les mauvaises informations données par les instruments vont avoir des conséquences dramatiques. Ouais. Car le pilote tire tellement sur le manche que l'appareil va dépasser 11 500 mètres, l'altitude maximum à laquelle il peut voler. L'alarme stall, qui prévient que l'avion décroche, se déclenche. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh my La God. situation est critique, car l'avion commence sa chute. Et les pilotes ne s'en rendent pas compte. Donc à ce moment-là, l'avion commence à chuter très lentement. Hein. C'est pas brutal, hein. C'est tout doucement. Tout doucement. Et là, ils sont dans l'incompréhension, en effet. Personne ne comprend que l'avion a décroché. Tout se passe dans les 20-25 premières secondes. Après, il y a 4 minutes de chute. Et moi, je maintiens que là, au bout des 25 secondes, c'est fini. Oh my God. 4 minutes avant le crash, en temps normal, l'ordinateur de bord devrait prendre la main et sortir l'avion du décrochage en le faisant piquer. Seulement, une nouvelle alarme prévient que ce système de protection vient de tomber lui aussi en panne. Dès lors, c'est la confusion. Alternate low. On a perdu les protections, fais attention à ta vitesse. Fais attention à ta vitesse. Ok, je redescends. Stabilise. Ouais. Tu redescends. On est en train de monter selon lui. Selon les 3, tu montes. Donc tu redescends. C'est parti, on descend. Putain. Dans le cockpit, les deux pilotes ne comprennent plus rien aux réactions de l'avion. David Robert appelle au secours le commandant dans la cabine de repos. Ça répond pas. On a pourtant les moteurs, qu'est-ce qui se passe, bordel? Tu comprends ce qui se passe, toi? J'ai plus le contrôle de l'avion. J'ai plus du tout le contrôle de l'avion. Putain. On est où? C'est quoi, là? J'ai l'impression qu'on a une vitesse de fou, là, non? À 2h11 et 40. Wouldn't your ears be popping like crazy because the plane is, you know what I mean? How could you just not know the plane is dropping? That's crazy. They seem like they don't even have they don't feel it. 32 secondes, le commandant de bord revient enfin dans la cabine de pilotage. This idiot. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? How could you not feel what's happening? Je sais pas ce qui se passe. On a perdu le contrôle de l'avion. On a totalement perdu le contrôle de l'avion, on comprend rien, on a tout tenté. Tiens, prends ça. Les pilotes doutent de tout ce qui est affiché sur le tableau de bord. Pourtant, à ce moment-là, les sondes pitot fonctionnent à nouveau et indiquent la bonne vitesse. Mais les pilotes ne le savent pas. Au bout de 1 minute et quelques, la glace fond et on récupère les informations de vitesse. On récupère les deux pitots, on récupère les informations de vitesse. Mais à ce moment-là, ça fait plus d'1 minute que le drame a commencé. Ça fait plus d'1 minute que, au fur et à mesure que les secondes passent, les 3 pilotes ne savent plus quelle est la validité de l'information qu'ils ont devant. Prends ça. Mais le problème, c'est que j'ai plus de vario, là. J'ai plus aucune indication. On n'a plus aucune indication qui soit valable. J'ai l'impression qu'on a une vitesse de fou. Qu'est-ce que vous en pensez? En réalité, l'avion n'avance plus. Il chute. Mais Cédric Bonin, qui a poussé les moteurs à fond, pense, lui, qu'il avance trop vite. Il veut alors sortir les aérofreins. Non, surtout sors pas les freins. Non? Ok, alors on continue à descendre. On sort les aérofreins pour freiner l'avion. Et donc, Bonin applique une procédure qui confirme
qu'il pense que l'avion est toujours en survitesse. Là, on a la confirmation flagrante que depuis le début, il est dans cette erreur de représentation et qu'il n'en est pas sorti. Les pilotes ne savaient pas s'ils allaient trop vite ou pas assez vite. S'ils étaient en décrochage ou en survitesse. Oh my God. Les pilotes n'arrivaient pas à le ressentir. On tire. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu vois? Je sais pas, on descend. Priority right. L'avion est en chute libre, à seulement 4500 mètres d'altitude. Dans la cabine, les passagers commencent à se rendre compte que quelque chose ne va pas. Une des hôtesses appelle les pilotes. L'hôtesse arrière, elle, qui a appelé plusieurs fois le poste de pilotage, elle a vu qu'il se passait quelque chose d'anormal. Et donc elle était au niveau de l'empennage, qui était un empennage énorme, hein, sur un A330. Et il devait y avoir un bruit d'enfer. Le bruit aérodynamique de cet empennage qui ne fonctionnait pas dans le bon sens. Les passagers, ils ont été remués dans tous les sens. Ils ont dit, je peux vous assurer que ça, il n'y en a pas un qui dormait dans la cabine, c'est une évidence. L'avion, un coup, il est parti à droite, un coup à gauche, un coup vibré, des bruits. Les accélérations qu'ils ont dû subir dans un sens, à droite, à gauche, en haut, en bas. Alors, qu'ils aient réalisé que l'avion tombait, je n'irai pas jusque-là. Mais et ils ont dû être, malheureusement, ils ont dû comprendre que quelque chose d'important se passait, ça c'est sûr. Pour entamer une procédure de secours, les pilotes doivent d'abord stabiliser l'avion. Ça y est, les ailes sont à l'horizontale, non? Mais les ailes à plat, oui. Et suivre l'horizon de secours. À ta vitesse, tu montes, tu descends. Je suis en train de descendre, là. Non, tu montes là. Je monte? Ok, alors on descend. En altitude, on a quoi, là? Putain, c'est pas possible. On sent vraiment que, depuis le moment où il ouvre la porte jusqu'à la fin, il est en train de voir quelque chose de dramatique devant lui, quand même. Il voit un avion qui tombe à plus de 10 000 pieds minute, à plus de 3000 mètres par minute. Attendez. Et puis j'imagine que quelque part, même s'ils n'ont pas tout compris, il y a un petit coin du cerveau qui voit bien que l'affaire, ça ne va pas durer longtemps. Et ça ajoute du stress. Et vous savez qu'en situation de stress, le cerveau n'est plus capable de faire grand-chose. On a quoi, là? Mets les ailes à l'horizontale. Les ailes à l'horizontale, c'est ce que je cherche à faire depuis tout à l'heure. Mets les ailes à l'horizontale. Ça y est, je suis à fond avec du gauchisme. Allez, doucement. On a tout perdu au niveau de l'aile gauche. Ça y est, on arrive au niveau 100, là. Niveau 100, c'est-à-dire 3000 mètres. À moins d'une minute de la fin, les pilotes comprennent enfin ce qui les a trompés. Moi j'ai les commandes. C'est moi qui ai les commandes, non? Comment ça c'est qu'on continue à descendre à fond, là? Remonte. Je suis à fond à cabrer depuis tout à l'heure. Non. Bonin, le copilote, confirme à ses collègues qu'il a le manche plein cabré. Là, pour le coup, son collègue de gauche dit « Mais c'est pas vrai !» Lui, il comprend. Là, à ce moment-là, il comprend. Ce que David Robert comprend à ce moment-là, c'est que Cédric Bonin a tiré sur le manche la plupart du temps, alors que pour sortir l'avion du décrochage, il fallait pousser le manche. Le pilote de gauche ne sait pas ce que fait le pilote de droite. Et le commandant au milieu non plus. Parce que les manches sont petits, sont cachés par le torse. Personne ne sait qui fait quoi là-dedans. L'équipage n'a plus de dialogue avec l'avion. Il y a une rupture de communication entre l'homme et la machine. Il y a un problème d'interface, on ne se comprend pas. Non, ne remonte plus là. Descends. Donne-moi les commandes. Vas-y, t'as les commandes. Le pilote de gauche prend les commandes, mais c'est du désespoir. Il sait très bien que c'est fini. Là,
Il n'y a plus rien à faire. Hein. Fais attention, tu cabres là. Je cabre. Tu cabres, mais il faudrait... On est à 4000 pieds. 4000 pieds, 1200 mètres. La surface de l'océan se rapproche. De nouvelles alarmes se déclenchent. Sink rate, pull up. Vous avez une vitesse verticale, un taux de vitesse verticale qui est beaucoup trop important avec une alarme de proximité du sol. Et là, le logiciel vous dit pull up, tirez sur le manche. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin avant l'impact. Allez, tire. On tire. On va taper. Non, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, à un moment donné, il y en a un qui dit c'est pas possible, on va taper. Il le sait. Quel est le réflexe humain? Jusqu'à la dernière seconde, vous allez essayer de vous battre pour essayer de sortir. C'est ce qu'ils font. Ils essayent de se battre jusqu'à la dernière seconde. Là, à ce moment-là, ils ont compris tous les trois. Mais ouais, c'est quoi? C'est quelques secondes avant l'impact. Voilà. Et puis en même temps, imaginez l'échec avec tous ces gens-là derrière. Ce qui est terrible pour Cédric Bonin, c'est de savoir que sa femme Isabelle est passagère, à l'arrière, dans la cabine, et que leurs 2 enfants les attendent à Paris. Putain, on est mort. 10 degrés d'assiette. On est mort. Il énonce un bout de procédure, c'est tout. Voilà, il se raccroche à un truc. Pleine puissance, assiette 10, et puis on tire, et puis... Boom. Quoi? Oh, ça finit comme ça? Oh, c'est dur à voir des choses comme ça. C'est tellement triste. Non, c'est horrible. C'est horrible. Mais là, mais I don't know. I'm confused because. Okay, I don't know about you guys, but when a plane begins to descend, moi, mes oreilles, ils font mal. And they pop. No, they don't pop. They fill up with pressure. Et même pas du chewing gum, said. Rien. You could just, and pop them. Et ça, des fois, il faut le faire 10 fois while we're landing. And like I just went to Florida, so I know. And we were only flying at, I think, around 13 to 14,000 feet above land. That's all. It's just one state to another. New Jersey to Florida. So we don't need to fly 35,000, feet in the air. That's for the big boys who fly, 8-hour flights and stuff like that. How could the pilots not feel that the plane is dropping? Even with none of the manual was saying, no, we're not dropping. Nope, everything's fine here. Your ears, your body, I don't know. I feel it when the plane begins to descend. I feel it. Could you imagine? The shit is just dropping with 2 stalled engines from 35 to dropping 10,000 feet a minute. How in the F do you say, oh, no, everything seems, no, look, the altitude, the longitude, everything seems fine. Matter of fact, we should probably slow down. I think we're going too fast. Oh, la, la. Well, I mean, the only good thing about something like this is that you do not feel one thing. Nothing. I would have thought the pain from dropping,
your head would explode because of the pressure. You know, that's why the masks come down when the pressure is not right. I don't know how the hell you have 3 pilots who are falling out of the sky, and they're like, no, we're not falling. I mean, look, it doesn't say, no. I mean, seriously, if your speedometer stopped working, even if your windows were tinted and you can't see outside or nothing, you feel how fast the car is going. You just know I'm speeding. Or, oh my God, I'm barely moving. It's just crazy that some big ass thing in the sky, a big plane, right? What did he say this plane was? An Airbus 330 or something like that. I mean, that's a big plane. I don't know. I'm confused. How do you not know that the plane is falling? That's just crazy to me. Anyway, very interesting videos, but I'm not going to lie. I watch these kind of videos all the time. I think I watched a video once of like the worst plane crashes like ever, like, on video and things like this, you know, hearing the black box. Usually you don't hear nothing. The black box just says a couple words. But to get a whole story like this, it's makes it exciting. It puts you in there. It puts you in the moment, you know, and you start to feel, oh my God, this is going to be terrible. Oh, see, I thought it would nosedive like that eventually because the guy was pulling the lever. As soon as autopilot went off, this flight was doomed. That was it. As soon as autopilot. Now, I don't know what the hell the chance is of a little piece of ice clogging up the one little area that does the speedometer, basically. I mean, what are the chances? I have no idea. I mean, you would think there's a low chance of that happening. But it happened, and it screwed them up. It screwed them up royally. They had no clue what the hell they were doing. None whatsoever, which is shocking to me that they didn't feel it. They didn't feel it. C'est fou. C'est fou. Crazy. It's a good video, though. It's a good video. It's a good video. C'est très triste, mais it just, it puts you in the moment. And like I said, it's nothing to laugh about, that's for sure. All right, anyway, you know, hopefully, if you believe, hopefully they're resting in peace. You know what I mean? They're just peaceful now. And, you know, they're in the clouds and everybody's happy. And if not, like I said, at least they felt nothing. They felt nothing in terms of pain, torture, agony. They felt nothing. It was probably just like one split. I mean, nothing. You felt nothing. You didn't even know what was happening because you didn't know when that plane was actually going to hit the water. So, but I guarantee you the passengers were scared shitless on the way down. That I can guarantee you. Très dommage. Well, anyway, let's move on to something a little more, a little more happy. Take care. Peace out. À la prochaine.